Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien. Comme toujours, je suis très contente de pouvoir être là avec vous un jour de plus. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire aussi troublante que choquante qui a secoué la ville de Pedro Juan Caballero à la frontière du Paraguay. Voici l'histoire de Juana Elva Rojas de Cáceres. Juana est née au Paraguay entre 1956 et 1957. Rien n'est connu de ses parents et en ce qui concerne ses frères et sœurs, on sait seulement qu'elle était très proche d'une certaine Lourdes Rojas et qu'elles sont restées proches tout au long de leur vie. Très peu d'informations sont disponibles sur elle car sa famille et ses proches ont préféré garder sa vie privée hors des médias. Cependant, on sait qu'elle a étudié la psychologie et a obtenu le titre de psychologue clinicienne. À un moment de sa jeunesse, le destin de Juana a croisé celui d'Orlando Cáceres. Ils sont tombés amoureux, se sont mariés et elle est devenue Juana Rojas de Cáceres, comme c'est la coutume au Paraguay. Le couple a eu un fils et une fille. Leurs noms ou âge n'ont pas été révélés, mais selon ce que les médias ont rapporté, il semble que la fille vivait toujours avec ses parents et que le fils était assez âgé pour conduire et posséder une voiture à son nom. La famille résidait dans la ville de Pedro Juan Caballero, que tout le monde mentionne familièrement comme Pedro Juan, et ils y avaient la qualité de vie qu'ils souhaitaient pour eux et leurs enfants. La psychologue était connue pour sa personnalité joyeuse et sa grande positivité. Elle était souvent active sur les réseaux sociaux, où elle partageait des photos avec un large sourire et de jolis messages. Pendant les moments difficiles d'isolement causés par la pandémie de Covid-19 et les restrictions qui ont suivi, Juana, dont les revenus dépendaient de son exercice professionnel, a imaginé une méthode bénéfique pour elle et ses patients. Elle a commencé à proposer des séances à domicile en suivant les règles de sécurité et d'hygiène. C'était la seule option en plus de fournir ses services de manière virtuelle, et il semble que cela ait été un modèle commercial qui fonctionnait pour elle. La femme, qui avait plus de 60 ans à l'époque, se souciait de donner une bonne image aux personnes qu'elle aidait. C'est pourquoi elle portait toujours du maquillage, et même des chaussures à talons hauts, et elle était généralement bien coiffée, avec des cheveux teints impeccables. Vers le mois de juillet 2021, la joyeuse et amicale Juana a rencontré un jeune homme qui offrait ses services en tant que mécanicien. Il s'agissait de Lucas Matias Prieto, âgé de 22 ans, également né au Paraguay. Les détails de l'enfance de Lucas et du foyer où il a grandi n'ont pas été divulgués. La seule chose qui a été révélée, c'est qu'il vivait dans la ville de Ñemby, où son père avait un garage. Le garçon y a appris quelques procédures très basiques, mais il ne semblait pas intéressé par ce métier laborieux et préférait l'argent facile. Lucas était connu dans la région de Ñemby pour ses multiples activités criminelles, notamment le vol, ainsi que le trafic et la distribution de drogue. C'est précisément à cause de ses problèmes avec la loi dans sa ville qu'il a décidé de déménager. Bien que, selon ce qu'il disait sur ses réseaux sociaux, il travaillait en tant que mécanicien, des sources proches de lui ont affirmé qu'il se consacrait à escroquer les gens. Selon une jeune femme identifiée comme Saïra, qui avait eu une relation avec lui en 2020, il avait un tempérament explosif et l'avait menacé à plusieurs reprises, bien qu'il ne lui ait jamais fait de mal. Serra a déclaré aux médias qu'elle et Lucas avaient emménagé ensemble seulement 3 mois après s'être rencontrés et avaient vécu en couple pendant près d'1 an. La mère de Serra n'a jamais eu réellement confiance en cet individu. C'est pourquoi elle conseillait à sa fille de rester vigilante, car elle avait de mauvais pressentiments. Mais la jeune fille était amoureuse et ne voulait pas écouter. L'intuition de la mère s'est avérée correcte, car en janvier 2021, avant leur premier anniversaire, Lucas a volé tout ce qui se trouvait dans l'appartement qu'il partageait avec Serra et a disparu. Il y avait plusieurs plaintes pour vol contre lui, dont celle déposée par son ancienne compagne. Mais la plus grave de toutes
a été déposé par un homme qui avait laissé sa voiture dans le garage de son père. Lucas n'avait pas seulement pris le véhicule du client, il avait également pris une arme à feu que le propriétaire avait dans la boîte à gants. À la suite de toutes ces accusations, les autorités resserraient l'étau autour de lui et Lucas s'est enfui. Depuis le début de l'année 2021, il avait voyagé d'un coin du pays à un autre pour échapper à la justice. C'est ainsi qu'il est arrivé dans la ville de Pedro Juan Caballero et, prétextant des connaissances en mécanique, il s'est approché de Juana, lui proposant ses services pour tout problème avec sa voiture. Ils se sont revus ensuite à plusieurs reprises sans que Juana ait la moindre idée du passé sordide du jeune homme. Pendant ce temps, la psychologue continuait sa routine familiale et son travail à domicile. Ainsi, sa famille s'était habituée au fait que sa profession l'amenait à sortir pour voir des patients plusieurs fois par semaine, même la nuit. Le matin du 3 septembre, la femme semblait particulièrement pleine d'énergie positive et a voulu partager un message sur ses réseaux sociaux. Elle a publié une photo d'elle avec un message invitant à ne pas laisser quoi que ce soit lui gâcher sa joie. Lorsque la soirée est arrivée, elle a annoncé qu'elle avait un patient à voir ce soir-là et s'est préparée à sortir. Personne n'a trouvé cela étrange et tout le monde a continué ses plans pour la journée. Ce soir-là, vers 20h, un employé du motel Pimienta, situé dans le quartier ouvrier de Pedro Juan Caballero, a accueilli un couple de clients arrivés à bord d'un camion noir. Il s'agissait d'un homme jeune avec une femme plus âgée. Ils sont entrés dans la chambre numéro 3 et n'ont payé que pour un court séjour, ce qui est courant dans ce genre d'endroit où les couples se retrouvent pour avoir de l'intimité dans l'anonymat. Étrangement, 1 heure après, l'homme a appelé la réception pour demander le prix pour passer la nuit. Peu de temps après, le jeune homme s'est rendu à la réception, où il a payé 50 000 guaranis, soit environ 7 $. Le montant ne couvrait que la moitié de la nuitée, mais le réceptionniste a accepté le paiement incomplet, l'homme lui ayant dit que le lendemain matin, sa compagne, qui s'était endormie, viendrait compléter la somme. Parallèlement à la résidence des Cacer, Orlando, qui était parti plus tôt que Juana car il devait se rendre dans une autre zone de la ville pour s'occuper de quelques affaires familiales, est rentré. Il a remarqué immédiatement que sa femme n'était pas là. Intrigué par le retard, il a demandé à sa fille si Juana avait prévenu par message qu'elle verrait un dernier patient avant de rentrer. Cela était un peu inhabituel, car la psychologue était toujours à la maison au plus tard à 9h30 du soir. De plus, ni sa fille ni son mari n'avaient réussi à la contacter. Juana n'avait répondu ni aux messages ni aux appels. L'homme a pensé qu'il devait y avoir une raison pour laquelle sa femme était en retard et s'est couché. Plusieurs heures plus tard, tôt le matin du 4 septembre, Orlando s'est réveillé et a remarqué que Juana n'était toujours pas rentrée à la maison. Il a de nouveau essayé de la contacter, mais les appels et les messages restaient sans réponse. Certaines sources ont rapporté que la famille avait contacté la patiente que Juana devait visiter et qu'elle leur avait dit que sa thérapeute n'était jamais arrivée au rendez-vous. Inquiet, Orlando s'est rendu au premier poste de police pour signaler la disparition. Selon les rapports sur l'affaire, l'homme a fait un premier signalement à 4h du matin et est retourné au poste de police environ 2 heures plus tard pour confirmer que sa femme était toujours absente. Il a signalé qu'elle était partie dans un SUV Kia Sportage noir au nom de son fils et que sa dernière interaction avec la famille avait été un message vers 20h. Mais ce qu'aucun des proches de Juana n'aurait imaginé, même dans leur pire cauchemar, c'est que la psychologue avait un énorme secret qui lui avait tragiquement coûté la vie. Pendant qu'Orlando était au poste de police, en train de fournir toutes les informations possibles aux autorités pour retrouver sa femme, dans une autre partie de la ville, un événement allait être découvert qui changerait à jamais la vie de tous. Au motel Pimienta,
Au lever du jour, une partie du paiement de la chambre numéro 3 était encore en suspens et deux choses préoccupaient le personnel. Tout d'abord, le jeune homme qui était parti la veille et qui devait revenir tôt chercher sa partenaire n'était toujours pas arrivé. Ensuite, la femme semblait avoir un sommeil très lourd, car malgré les multiples coups à la porte, elle ne répondait pas. Inquiet, l'un des employés a décidé d'entrer dans la chambre. Ce qu'il a découvert à l'intérieur était une scène terrifiante. Allongée par terre se trouvait la femme de la nuit précédente, entourée d'une abondante quantité de sang et visiblement sans vie. Immédiatement, l'homme s'est précipité pour informer les autorités de sa découverte. Le rapport a été diffusé sur les radios de la police et c'est ainsi qu'il est parvenu au poste de police où se trouvait Orlando. Craignant le pire, mais sachant qu'il devait vérifier si le corps retrouvé appartenait à sa femme, l'homme a accompagné la police jusqu'au lieu du crime. C'est là que sa plus grande peur s'est réalisée. Sur le sol de la chambre d'hôtel, avec son corps à moitié couvert d'un drap, se trouvait Juana, 64 ans. Selon les autorités, il était évident qu'elle avait été attaquée avec une arme blanche, mais il fallait attendre les résultats de l'autopsie pour connaître avec précision la cause du décès. Le rapport définitif du médecin légiste Gustavo Galeano a révélé que Juana avait reçu 28 blessures au total, causées par un objet qui semblait être un ustensile de cuisine en raison de la taille des lésions. Il a également été déterminé que la psychologue avait lutté avec véhémence pour sa vie car sur l'ensemble des coupures subies, 7 se trouvaient sur sa main droite et 2 sur la gauche, correspondant à des blessures défensives. Elle présentait aussi des lacérations sur le visage, le cou, la poitrine et le dos, ainsi que des contusions à la bouche. L'état du corps a permis d'estimer que la femme était décédée entre 8 et 12 heures, ce qui signifiait qu'elle avait probablement été attaquée peu après être entrée dans la chambre. De prime abord, les autorités n'avaient aucune idée de l'identité de l'agresseur. On a envisagé la possibilité que le jeune homme ait été un patient de la psychologue, mais il n'y avait encore aucune preuve définitive. Heureusement, l'équipe de police et les légistes ont réussi à récupérer une quantité importante de preuves sur la scène du crime et sur le corps de la victime, qui se sont révélées cruciales pour l'enquête et le procès ultérieur. Étonnamment, les preuves trouvées sur les lieux du crime n'ont pas été nécessaires pour localiser et arrêter le suspect. Ce même samedi, vers 19h30, les autorités de la ville de Niemby, située à plus de 450 km de Pedro Juan Caballero, ont arrêté Lucas près de la place Chatara. Comme je l'ai dit au début, le suspect avait pas mal de comptes à régler avec la justice à Niemby, où résidait sa famille. Lucas avait un long casier judiciaire et un mandat d'arrêt à son nom pour vol aggravé, impliquant l'utilisation d'une arme pour commettre le délit. C'est pourquoi, dès que la police locale a appris que l'individu était de retour en ville, elle l'a arrêté et l'a emmené au commissariat du 7e arrondissement. La première chose qui a attiré l'attention des agents était le camion que l'individu conduisait. Au départ, Lucas a déclaré que le véhicule appartenait au garage de son père et qu'il était simplement sorti faire des courses. Mais rapidement, la police a pu découvrir qu'il s'agissait de la voiture qui avait été signalée à Pedro Juan Caballero et que Juana conduisait la nuit où elle a été tuée. Avec cette information, les agents l'ont interrogé à nouveau, mais Lucas n'a pas su expliquer pourquoi il était en possession du véhicule de la psychologue. De plus, à l'intérieur de la camionnette, les autorités ont trouvé quelques effets personnels de la femme, tels que son agenda, ses lunettes, sa carte de crédit et son téléphone portable. Le jeune a rapidement avoué le crime. Selon la première déclaration qu'il a faite à la police, la psychologue lui avait promis un paiement de 20 millions de guaranis, soit environ 2740 $. Bien qu'il n'ait pas précisé la raison de ce paiement, il a laissé entendre que c'était en échange de ses faveurs sexuelles. Il a affirmé que c'était elle qui l'appelait constamment et pas le contraire. Cependant,
Il semble que la femme se soit présentée à leur rendez-vous sans argent, ce qui a conduit à une dispute. Lucas a dit que Juana l'avait menacée en disant qu'elle avait beaucoup d'influence dans la ville et de nombreux contacts qui pourraient l'aider en cas de besoin. Il a ensuite déclaré que la psychologue l'avait frappée et que c'est à ce moment-là que la discussion a dégénéré en agression physique. Il a fini par l'attaquer avec un couteau qu'il avait sur lui. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il avait fait de l'arme, il a répondu qu'il l'avait jetée à l'entrée de Pedro Juan Caballero alors qu'il quittait la ville. Une commission d'agents s'est rendue sur place pour essayer de trouver le couteau, mais ils n'ont rien trouvé. On a supposé que comme il avait plu la nuit précédente, un torrent avait emporté l'arme. Le 5 septembre, le ministère public a ordonné au commissariat central de Ñemby de ramener le détenu à Pedro Juan Caballero avec les preuves collectées lors de son arrestation. L'affaire a été confiée à l'équipe d'enquête du département d'Amambay, dont la capitale est Pedro Juan. Ce seraient eux qui mèneraient l'interrogatoire de Lucas. Le jeune homme est entré au département des enquêtes criminelles vers 15 heures le lendemain et a été accusé du meurtre de Juana. Selon les premiers rapports du parquet, Lucas souffrait de troubles psychologiques et était un patient de la femme. Certains médias ont publié qu'il souffrait de schizophrénie, mais cette information n'a jamais été confirmée. Ce qui a été prouvé, c'est que les rapports du dossier médical du jeune homme indiquaient qu'il souffrait de dépression et consommait des drogues. Cependant, il n'avait pas de suivi psychologique et sa relation avec la victime n'était pas professionnelle. Bien que l'accusé ait initialement déclaré aux autorités qu'il avait mis fin à la vie de Juana parce que la psychologue n'avait pas voulu lui donner d'argent, il a ensuite fourni des détails plus précis. Il a révélé qu'il entretenait une relation intime avec elle depuis qu'ils s'étaient rencontrés pour l'installation d'un GPS dans le véhicule personnel de la psychologue et que cela s'était produit environ 15 jours avant la tragédie survenue à l'hôtel. Il a ajouté que dès le premier jour, lui et Juana s'échangeaient fréquemment des messages et que la femme venait le chercher dans sa voiture plusieurs fois par semaine, laissant entendre qu'ils entretenaient des relations sexuelles lors de ces rencontres. Il a ensuite déclaré qu'ils n'étaient sortis ensemble que 2 fois. Les autorités ont enquêté sur les déclarations de l'individu et ont pu vérifier que Juana venait effectivement le chercher. Ils ont examiné les vidéos des caméras de sécurité de l'hôtel où Lucas résidait en ville et il y avait plusieurs enregistrements de la psychologue. Après avoir clarifié sa relation avec la victime, l'accusé a affirmé avoir commis le crime à la demande et sous la menace d'Orlando, le mari de Juana. Selon sa deuxième déclaration, 2 personnes s'étaient approchées de lui pour lui offrir $10,000 pour tuer Juana. Il a également déclaré qu'on avait menacé de l'éliminer s'il n'obtempérait pas à la demande. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi le mari de la psychologue aurait voulu la tuer, l'accusé a dit qu'il avait probablement découvert leur liaison. Il a continué en disant qu'au départ, il n'était pas sûr de mettre le plan à exécution, mais qu'il avait fini par le faire car sa vie et celle de sa famille étaient en danger. Enfin, il a dit qu'il avait gardé le véhicule tout-terrain de Juana, car après avoir commis le crime, les 2 personnes qu'il avait contactées ne s'étaient jamais présentées à l'endroit convenu pour le paiement. Son intention était de vendre le véhicule pour obtenir l'argent qui lui avait été promis et qu'on ne lui avait pas donné. Il a ajouté qu'au départ, il n'avait pas parlé par peur, mais qu'il avait décidé de dire la vérité parce qu'il ne voulait pas porter seul toute la responsabilité du crime. Face aux nouvelles déclarations de Lucas, le commissaire Hugo Diaz a déclaré que l'accusé pouvait changer de version des faits 1000 fois, mais que la seule déclaration qui importerait serait celle qu'il ferait devant le ministère public lors du procès oral. Il a également ajouté que, indépendamment de ce que l'accusé pourrait dire, ce seraient les preuves qui démontreraient la véracité des faits. L'enquête policière
ne faisait pas état de la participation d'une ou plusieurs personnes en dehors de Lucas dans le crime qui s'est produit le 3 septembre. Néanmoins, le commissaire a assuré qu'ils étaient prêts à approfondir les investigations s'il y avait des indices suggérant la présence d'autres criminels impliqués dans l'affaire. En effet, l'histoire du mari de Juana ordonnant son exécution a été démentie et l'accusé est revenu sur sa confession initiale, dans laquelle il avait admis avoir commis le crime pour des raisons d'argent. Bien que lors de son arrestation, Lucas n'arrêtait pas de parler des faits en assurant qu'il donnerait tous les détails au parquet, mais lorsqu'est venu le moment, l'accusé s'est abstenu de faire des déclarations. Le 8 septembre, Lucas Matias Prieto a été inculpé pour le féminicide de Juana Elva Rojas de Cáceres. L'accusation a été modifiée de meurtre avec préméditation à féminicide en raison des preuves confirmant la relation intime et sentimentale entre la victime et l'accusé. Le tribunal pénal de Garantie a ordonné sa détention à la prison régionale de Pedro Juan Caballero pendant la poursuite de la procédure pénale en préparation du procès oral. Finalement, le 27 septembre 2023, plus de 2 ans après le décès de la psychologue, la lecture de l'acte d'accusation a été faite pour le procès oral. Le parquet disposait d'une quantité importante de preuves qui non seulement démontraient que Lucas était l'auteur du crime, mais confirmait également, sans aucun doute possible, la relation qu'il entretenait avec Juana. Parmi les indices recueillis, on a trouvé des empreintes de chaussures sur la scène du crime correspondant aux chaussures qu'il portait. Des fluides corporels de l'accusé ont également été trouvés sur le corps de la victime. À cela s'ajoute également la preuve vidéo montrant que la psychologue était venue chercher l'homme dans son hôtel à, au moins, 3 reprises. Considérant toutes les preuves recueillies, les antécédents de l'accusé et la gravité du crime, le procureur Reinalda Palacios a demandé une peine de 30 ans de prison. Ricardo Veraus, l'avocat de la défense, a déclaré que Lucas avait décidé d'exercer son droit de ne pas témoigner. De plus, il a demandé au juge de prendre en compte la situation du jeune homme lors de la prononciation de la peine. Le procès a été retardé en raison de problèmes de santé d'un des juges, ce qui l'a prolongé sur une durée totale de 6 jours. Tout au long du processus, la famille de Juana est restée présente. Les proches de Lucas, en revanche, brillaient par leur absence. Le 2 novembre 2023, les juges Librada Beatriz Peralta Cespedes, Carmen Elizabeth Silva Boveda et Mirna Carolina Soto González, au nom du tribunal de sentence de la circonscription judiciaire d'Amambay, ont conclu à l'unanimité que Lucas était responsable du féminicide de Juana. Ils ont prononcé une peine de 28 ans de prison qui, ajoutée aux 2 années que le criminel avait déjà passées derrière les barreaux, satisferait la demande initiale du parquet. Lucas devrait purger le reste de sa peine à la prison régionale de Pedro Juan Caballero, où il a été transféré après le verdict. Une fois la condamnation connue, les proches de la victime se sont montrés satisfaits. Lourdes a déclaré qu'elle ne souhaitait pas de mal à Lucas. Elle voulait plutôt que le jeune homme se rétablisse et réfléchisse pendant ses 28 années de prison. Cependant, elle a ajouté qu'ils attendaient des excuses qui ne sont jamais venues, et elle a également mentionné que Lucas était resté froid tout au long du procès, sans montrer le moindre signe de repentir ou de douleur. Bien que la mort soudaine et violente de Juana ait laissé une famille complètement dévastée, le procès et la condamnation ont été un exemple clair de l'importance des termes utilisés lors du traitement et du jugement d'un crime. Pendant ce temps, ceux qui l'ont connue gardent le souvenir de Juana comme une femme joyeuse, pleine d'énergie positive et une psychologue appréciée à Pedro Juan Caballero. Eh bien, voici l'histoire d'aujourd'hui. J'aimerais que vous laissiez votre commentaire ou votre opinion. Que pensez-vous de cette terrible affaire? Avant de partir,
je vous demande de laisser un j'aime. Et si ce contenu vous intéresse, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour suivre les vidéos que je publie 2 fois par semaine sur la chaîne.